Screenshot. On l'appelait Shota parce que sa mère le criait ainsi, le criait toujours dans ses souvenirs. Les bras en croix, silhouette en feu dans la lumière orange des B-29 qui tombaient sur Tokyo en cendres que les larmes ne suffisaient pas à éteindre. Et depuis ce nom était resté collé à ses rêves, gravé au revers de son crâne, un prénom simple ordinaire, comme une cicatrice invisible. Et lorsqu'il ouvrait les yeux dans la petite chambre de la maison close de Yokohama où il vivait désormais, à 16 ans, orphelin depuis ses 10 ans, il entendait encore ce cri lointain, traversant les 6 années qui séparaient la chaleur de ce brasier originel du froid moite de son phton. Il se rappelait que ses parents étaient morts carbonisés le 10 mars 1945 et que les Américains n'avaient laissé que des fantômes dans les ruines. Il avait survécu par miracle, par erreur peut-être, comme un reste d'encre dans un livre brûlé, recueilli par une fille de joie du quartier de Nogecho, la plus vieille de toutes, une beauté fanée au rouge à lèvres éternel qu'on appelait Madame Yuki, et qu'il avait pris sous son aile comme on recueille un chat de gouttière parce que les enfants, même les silencieux, même les traumatisés, ça fait un peu de lumière dans la misère, un peu de chaleur dans la froideur des nuits d'hiver. Alors il avait grandi parmi les parfums bon marché, les draps sales, les rires fatigués et les cigarettes aux lèvres des femmes qu'il appelait notre petit prince. Il portait les seaux d'eau chaude, réparait les cloisons défoncées par les clients saouls, allait chercher le riz, la viande, les œufs, nettoyer le sang, souvent les larmes. Et surtout, il écoutait, toujours, les histoires des filles, les humiliations, les petits bonheurs, les coups de cœur et les coups de poing, les chansons fredonnées entre deux passes, et il grandissait avec ça, avec cette humanité bancale mais fidèle, et dans le quartier on le saluait comme un fils du lieu, même les ivrognes, même les petits truands, car il avait ce regard noir et droit qui ne fuyait jamais, même face aux plus paumés. C'est ainsi qu'un soir de juillet 1950, il approcha pour la première fois le clan Yakuza qui protégeait la maison close, le clan Asada, une bande d'hommes en costume râpé mais fiers, aux doigts jaunis parfois manquants et au regard calme. Ils venaient prendre leur dû chaque semaine et saluer Maman Yuki avec respect car elle avait jadis épongé les angoisses et autre chose du parrain fondateur, paix à son âme, et lorsqu'il s'approcha du lieutenant local, un type massif au nez cassé qu'on appelait Kuma-san, il dit seulement « Je veux travailler pour vous », sans trembler. Et Kuma l'avait regardé longtemps avant de lui lancer une cigarette qui l'attrapa au vol, et dès le lendemain, Shota portait des messages, glissait des enveloppes épaisses sous les portes closes, ramenait des sacs de billets, des sachets de bijoux, et parfois des choses plus lourdes enveloppées dans du tissu noir, et personne ne lui posait de questions, parce qu'il faisait son boulot avec une rigueur muette et une vitesse d'ombre. Il courait dans les ruelles, connaissait chaque raccourci, chaque passage secret entre les ruines, chaque escalier de secours, et dans son cœur grandissait une fierté étrange, sombre, un mélange d'honneur et de fureur, car il voulait plus. Il voulait une lame à sa ceinture, une vraie. Pas un couteau de cuisine, il voulait un nom, un rang, une place au soleil noir des Yakuza. Et Kuma le voyait, ce feu dans ses yeux. Alors il lui montra comment faire payer les mauvais clients. Ceux qui ne respectent ni les femmes ni les dettes, il lui montra comment tenir une masse, une vraie, une tetsubo de fortune faite d'un manche de bois et de ferraille récupérée. Comment frapper les genoux, les côtes, les reins sans tuer, mais avec suffisamment de rage pour que le message reste gravé dans la chair. Et Shota apprenait vite, trop vite même, comme s'il avait été fait pour ça. Forgé dans les braises de la guerre, il n'avait pas peur du sang, pas peur des cris, seulement une étrange sensation de justice froide, comme si cogner les lâches le lavait de la douleur. Et puis vint l'hiver de 1951, sec et tranchant, et on lui proposa enfin de monter d'un cran.
de devenir un Junkosein, un membre associé, un apprenti du clan Asada, mais il fallait faire ses preuves, montrer qu'il avait le ventre pour ça. Alors on lui confia un nom, une cible, un membre d'un clan rival, les Tanigawa, un type qui bricolait dans le marché noir, un escroc, un vicieux, disait-il. Il fallait le tuer, proprement, discrètement, un soir de pluie, dans une ruelle sombre près du port. Et Shota n'a pas hésité, il a glissé le couteau sous sa veste, a marché d'un pas calme, a trouvé le type en train d'uriner contre un mur et sans un mot, sans un cri. Il l'a égorgé comme un cochon. Il a senti le sang chaud couler sur sa main, l'odeur du fer et de la panique, puis le silence. Et il est rentré à la maison close, s'est lavé les mains dans l'eau tiède, a bu un café avec maman Yuki sans rien dire, les yeux perdus dans la vapeur, et le lendemain, il était intronisé, le petit orphelin de Tokyo était devenu yakuza. Pas encore un frère de sang, mais presque. Et tout le quartier le regardait différemment, même les anciens, même les clients violents, car on disait qu'il avait du cran, du cœur et du feu. Et Kuma lui donna une nouvelle mission, tuer encore. C'était un jeune homme cette fois, 18 ans, employé par les Tanigawa pour surveiller les cercles de jeu, un gamin pas très dégourdi, mais dont la mort aurait du poids symbolique. Alors Shota le traqua, apprit ses horaires, ses habitudes, et un soir de janvier, il le poignarda dans le dos près d'un distributeur de journaux, proprement, silencieusement, 2 coups dans les reins, 1 dans la gorge, et s'enfuit sans se retourner, le cœur battant mais froid. Et ce soir-là, il devint Shatei, petit frère officiel du clan Asada. Il reçut un beau couteau orné, un costume noir, pas trop usé, une petite part des revenus du racket. Il allait chercher l'argent dans les cercles de mahjong clandestins, dans les bars de nuit, dans les salons de pachinko. Il serrait les mains, distribuait les sourires, frappait quand il fallait, et il sentait sa place dans le monde se dessiner comme un tatouage invisible. Chaque jour plus net, mais rien n'est éternel, surtout pas la loyauté des ennemis. Un soir d'avril, alors qu'il rentrait chez lui par les ruelles étroites du quartier de Naka, 2 types l'attendaient, cagoulés, armés. Ils le plaquèrent contre un mur, lui tirèrent 6 balles dans le ventre et la poitrine, puis une dernière dans la nuque, sans un mot, sans haine particulière. Juste un règlement de compte, une réponse logique à sa montée. Et Shota s'écroula dans la poussière, les yeux grands ouverts, fixant le ciel où aucune étoile ne brillait, seulement la lune, sale, témoin indifférent de son ascension fulgurante et de sa chute brutale. Il pensa vite à sa mère, à Yuki, à Tetsubo, au regard fier des filles dans la maison close, puis plus rien, seulement la nuit profonde, totale. Et la ville continuait de vivre, de vendre, de trahir, de jouir, de saigner comme si rien n'avait eu lieu, comme si un gosse de 16 ans n'avait jamais rêvé d'être plus qu'un orphelin parmi d'autres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker, d'activer la cloche pour être mis au courant des nouvelles sorties. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez aider la chaîne qui n'est plus monétisée en suivant les liens dans la description. Voilà. Je vous laisse, d'autres sombres histoires vous attendent et m'attendent dans les grands cahiers de notes que je n'ai pas encore fini de déchiffrer. Alors, à très bientôt. Matane.